Je vais être très trivial. Je crois que s'il n'y a pas la dimension de performance, on s'ennuie profondément. Bonjour, donc je m'appelle Pascal Charouin, je suis enseignant-chercheur au département STAPS de Saint-Étienne, la ville voisine. Je suis spécialiste de l'histoire du sport et de l'éducation physique. Je travaille en particulier sur la mise en patrimoine du sport, mais j'ai bossé à certaines périodes sur le dopage, sur le sport féminin, etc., etc. Et puis de façon plus personnelle, je suis passionné de sport et puis de musique. Alors il me semble que oui. Déjà, si on se situe dans le sport fédéral, c'est-à-dire le sport licencié, à l'intérieur desquels il y a des compétitions qui sont organisées, la performance elle est toujours présente, quel que soit le niveau. Qu'on évolue en départemental ou au plus haut niveau international, la performance est de fait toujours présente. En tout cas, elle est recherchée. Pour ce qui concerne le sport loisir, elle change un petit peu de dimension, mais elle peut être personnelle. C'est le mec ou la fille qui vont faire du running, par exemple, et qui choisissent de se mettre leur téléphone portable à leur bras pour voir en combien de temps ils vont courir, le nombre de kilomètres qui se sont proposés, le nombre de pas qu'ils vont faire, les pulsations cardiaques, etc. Je crois qu'il y a une volonté très claire chez les sportifs, c'est une volonté de quantifier, une frénésie quantophrénique, de mathématiser, de mettre en chiffres, j'allais dire la motricité. Incontestablement, la majorité, l'immense majorité des historiens, sociologues, anthropologues et spécialistes des sciences de la vie font démarrer le sport à la fin du 19e siècle, début du 19e en Angleterre, fin du 19e en France, parce que c'est l'avènement du capitalisme industriel. Capitalisme industriel, c'est des procès de production beaucoup plus larges, c'est la dimension de productivité et curieusement, c'est à ce moment-là qu'apparaît le sport moderne. C'est-à-dire que dans une société qui fonctionne sur l'idée de progresser, de gagner plus d'argent, de gagner de la productivité, etc., il n'est pas étonnant finalement qu'on ait proposé également des divertissements qui soient quand même liés à l'obtention d'une performance, au progrès, à l'amélioration. Elle l'a transformé parce qu'elle l'a rendu déjà technologiquement en pointe, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder la piste d'athlétisme qu'il y a derrière nous, le tartan par exemple. Donc sur le plan technologique, bien entendu. Le sport fait avancer aussi la recherche, c'est-à-dire la recherche fait avancer le sport et le sport fait avancer la recherche. Aujourd'hui, on est dans une université à Lyon où les recherches dans le domaine du sport sont multiples, aussi bien dans les sciences de la vie. On peut prendre l'exemple de la biomécanique. On prend l'exemple de la physiologie où on travaille sur la vitesse, la force, la résistance, la détente et également sur la sociologie, sur la psychologie, préparation mentale, voire même des gens comme moi qui sont payés pour retraiter finalement de l'histoire du sport. Et puis l'autre conséquence que je vois plus immédiate, c'est quelque chose sur le plan médiatique, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des performances a permis de faire du sport véritablement un spectacle sportif. On regarde pour la performance. Il n'y a rien de plus ennuyeux par exemple qu'un match amical parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc à partir du moment où apparaît la notion de performance, il y a le public qui vient et puis progressivement les médias, d'abord la presse écrite, la presse parlée, puis la télé et aujourd'hui Internet. Oui, mais me semble-t-il, l'impact, c'est que ça a permis de créer des professions périphériques, notamment la profession d'entraîneur, par exemple. Auparavant, alors quand je dis auparavant, c'est avant l'entre-deux-guerres, l'athlète s'entraînait tout seul. Une équipe de sport collectif, une équipe de foot, par exemple, s'entraînait pas toute seule, mais c'était le capitaine qui en était la figure emblématique. C'est lui qui faisait tout, il gonflait les ballons, il remplissait les feuilles de match, il faisait la préparation tactique, et c'est lui qui faisait l'entraînement, grosso modo. Et puis, petit à petit, avec la professionnalisation, on a pu dégager une certaine somme d'argent et on a pu finalement créer et inventer le métier véritablement d'entraîneur. Et quand on voit aujourd'hui la façon dont les staffs sont étoffés, notamment dans les grands clubs, quels que soient les sports collectifs, ceux qui jouent au plus haut niveau, c'est une histoire de fou, quoi. Des kinés, des médecins, des ostéopathes, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, etc., etc.